Le vin est tombé dans un piège. Le vin s'est enfermé, s'est ghettoisé dans un snobisme suicidaire. C'est-à-dire qu'on a tellement voulu intellectualiser le vin que les gens disent souvent: «J'aime bien, mais je ne m'y connais pas». Bonjour Michel, Bonjour. je suis ravie de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter en quelques chiffres la maison Chapoutier? La maison Chapoutier, c'est une maison originaire de Tel-Hermitage, vallée du Rhône, qui maintenant s'était un peu étendue sur l'Australie, sur l'Espagne, le Portugal, c'est des micro-domaines, hein. Parce que notre vocation, c'est d'aller chercher les grands terroirs de légende. Et donc, on produit aujourd'hui à peu près entre 9 et 10 millions de bouteilles, pour un chiffre d'affaires groupant aux environs de 75 millions d'euros. Voilà. D'accord, je vous remercie. Alors vous êtes très engagé dans la filière vin de manière générale. Donc on va parler un peu du secteur et des- du contexte du marché actuel. Le vin est un peu passé d'un achat rationnel à un achat émotionnel avec le temps. C'est-à-dire que dans le temps, les maisons de vin ont, dans un objectif d'augmenter leur marge et de mieux valoriser leurs produits, se sont orientées vers la premiumisation des produits. Et donc, dans cette quête de la premiumisation, on a un peu perdu de vue l'aspect fonctionnel du vin. Et je vous écoutais dans une interview que vous avez récemment accordée à France Bleu, dans laquelle vous expliquiez que la crise que subit aujourd'hui le secteur vin n'est pas une crise de surproduction, mais une crise de sous-adaptation du marché, du produit plutôt à son marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la vision que vous portez aujourd'hui sur le secteur vin et comment est-ce que vous voyez les pistes de réflexion et les solutions pour l'avenir? Alors, je voudrais juste revenir sur la base, sur l'histoire du vin. Euh, à travers les siècles, les 2 derniers siècles, la qualité d'un vin se jugeait à son degré alcoolique. C'est important parce que. Et puis, dans 1936, il y a eu l'appellation d'origine contrôlée. Il a dit, mais attendez, il n'y a pas que l'alcool. Il y a aussi le sol, son contexte qui va donner aussi une qualité. Et il y a des terroirs qui vont donner des plus grands vins que d'autres. Ce principe des AOC, des appellations d'origine contrôlée, euh, a été créé en France. Aujourd'hui, il a été repris dans beaucoup de pays au monde, surtout dans la vieille Europe, et a essayé de s'extraire de cette hiérarchisation simplement par le degré alcoolique qu'il y a déjà. Et on a créé ainsi les crus, les grands crus, où là, si je peux me permettre, on était dans un de marketing de l'offre et non pas du marketing de la demande. Je m'explique. C'est-à-dire que si je suis là pour vous dire le sol, je rappelle que le terroir, c'est le sol, le climat et l'humain. Le sol, dans son contexte, va donner un vin différent d'ici. C'est qu'il faut que ce soit une vérité. Moi, quand j'ai commencé la carrière, les Américains se moquaient de nous en disant: «C'est une gimmick marketing, notre notion de terroir, ça n'existe pas». Et nous, ce que l'on a démontré dans nos sections parcellaires, c'est-à-dire que le même raisin, du même viticulteur, de la même vinification, du même millésime, donnait 2 vins différents, ça aurait été sur 2 sols différents. Ça veut dire, c'est quoi le marketing de l'offre? C'est je fais une photo du terroir et je vous l'offre. Je En vérité, si vous ne l'aimez pas, je vais faire le nécessaire pour vous changer vous et pas mon produit. Ça veut dire, si je veux faire une métaphore, c'est le prof de musique qui vous fait écouter une musique, c'est pas forcément aimé, après il dit: «Attendez, je voulais», et puis il va vous l'expliquer, et après, vous allez aimer la musique, il ne l'a pas changée. Ça veut dire que dans ce marketing de l'offre, on vous a changé vous, mais on n'a pas changé le pro. Ça veut dire qu'on a besoin d'un intermédiaire qui va s'appeler le sommelier, le commercial, et donc dans ces entreprises-là, le service du marketing est subordonné au commerce. C'est-à-dire, c'est le commerce qui fait, et à son service, il y a le marketing qui est presque accessoire. Puis il y a le marketing de la demande, qui est: que voulez-vous? Vous voulez plus de sucre? Je vous mets plus de sucre. Le marketing de Monsieur Kotler. Et qui existe aussi dans les AOC. Alors, qui existe dans les AOC pour les grandes marques. C'est-à-dire que lorsque vous allez parler de marque de champagne ou d'Hennessy ou de cognac comme ici, vous allez avoir un style donné par marque.
Ça veut dire que là, il y a une adaptation, on va chercher tel type de client. Tout à fait. Et donc, là, on ne va pas chercher à changer le client, mais on va, on, on va, on, on va adapter le produit au goût du client. Lorsqu'on va descendre, ce qui s'est passé sociologiquement dans la France viticole, moi j'appelle ça l'école des fans de Jacques Martin. Alors, l'école des fans, c'était des enfants qui chantaient, puis tout le monde avait 10. Et donc, dans l'école des fans de Jacques Martin, même celui qui était très bon et celui qui était mauvais, ils avaient la même note. On a voulu faire un rêve social dans l'agriculture, en disant, allez, vous êtes tous dans le même club que Romané Conti, que Pétrus, etc. Vous voyez, on voit bien sur ces pyramides, 70-73 et 2017-2021, on voit bien que la pyramide de Mmh. la consommation est devenue à l'envers. Oui. Dans un avion, vous avez 200 classes éco, 20 sièges business, 8 sièges première. Vous n'avez pas 8 sièges éco, 20 sièges business et 200. Mais c'est ce qu'on a fait dans le monde du vin. C'est-à-dire qu'on a voulu rentrer les gens dans le rêve des AOC, mais alors que sur des volumes de l'appellation contrôlée, nos appellations régionales sont des appellations contrôlées, mais elles ne doivent pas être gérées dans le marketing de l'offre. Elles doivent, vu ce volume, arriver à être réactives vis-à-vis de la demande du marché. Et le problème, c'est que l'INAO, son rôle est d'être le gardien du temple vis-à-vis du terroir. Donc on en est arrivé dans une organisation syndicale en France où, en plus, seul le monde du vin est géré par la production avec l'aval, c'est-à-dire que moi je représente par exemple l'UM20 qui fait 80% de la distribution des vins en France, et ben nous sommes minoritaires dans toutes les instances, donc lorsqu'il y a discussion en disant ça y est, ça ne correspond pas aux besoins du marché, la production a la possibilité de dire si on n'est pas d'accord, on vote, on gagne le vote et on continue à faire comme on veut. Un très bel exemple, ça fait pas mal d'années que je dis il y a une évolution du vin, il faut des vins plus légers, les rouges doivent être bu plus frais. Je me suis battu sur les Côtes du Rhône. Il faut faire des Côtes du Rhône plus légers. On va peut-être l'appeler différemment. La réponse qui a été à ce moment-là, c'est de dire le syndicat a augmenté son degré minimum d'un point et il a augmenté son intensité colorante. Si vous voulez, on voit des fois une production qui va décider avec sa vue sans écouter ce que veut le marché. Et c'est là que nous avons un problème dans cette France, parce que la partie des appellations iconiques qui peuvent se permettre de dire c'est mon produit et je ne le touche pas, mais essayez de l'apprécier. C'est quand vous vous n'allez pas changer le style d'une cinquième de Beethoven pour faire plaisir à les mettre en hard rock. Voilà, donc vous le laissez comme ça. Mais les appellations régionales devraient pouvoir s'adapter plus vite. La consommation aujourd'hui a évolué. Les jeunes générations, votre génération, vous avez toujours vu des produits qui sortaient du frigo. Et en plus, souvent, qui avaient des bulles. Oui. Donc, le blanc, ça passe. Le champagne, c'est parfait. Les créments, c'est parfait. Le rouge, ben non, chaud. Comment on va faire boire un produit chaud? Puisque vous avez toujours bu un produit froid. Le producteur, il a ses vins de rouge, alors qu'il a commencé à faire du rosé. Il y a eu tellement de rosé qu'on est maintenant dans une crise de surproduction de rosé. Là, c'est pas une sous-consommation. Mais on est quand même face à une production massive de vins rouges qui ne correspondent pas à un comportement de la société d'aujourd'hui. Si, qui correspond pour les grands vins. Celui qui va s'acheter une bouteille à 40 € va rentrer dans le rituel de cette dégustation en disant je peux la décanter, je vais déguster dans mon verre au cristal et je vais me la servir cette bouteille à 17 degrés. Mais là, on est sur une consommation qui fait appel à des aspects émotionnels, voire identitaires. Exactement. Il faut bien comprendre une chose. Quand j'ai commencé dans la profession, la consommation par tête d'habitant était à 100 litres par tête d'habitant. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 37 litres. Donc le vin est passé de boisson
la culture. Pour donner des chiffres qui marquent, au début du siècle, un mineur à Saint-Étienne avait quotidiennement une quantité de 15 litres de vin. Il buvait 15 litres de vin. Un bûcheron dans le Vercors, c'était 12 litres de vin. T'imagines, ouais, il cramait tout, hein. Ça faisait pas le temps d'arriver au foie, parce que vu la force physique. Mais nous, on donnait, les vignerons à l'époque de mon grand-père, ils avaient 2 litres par jour. On a connu la génération de nos grands-parents qui buvaient pas d'eau, qui buvaient le cadon de rouge à table. Ils se désaltéraient au vin. Ça n'existe plus. On se désaltère à l'eau et pour la culture, on va s'amuser avec le vin. Donc, c'est-à-dire que même à 40 litres par tête d'habitant, ça va continuer à baisser. On est dans un vin culture, plus dans un vin boisson. On est bien donc obligé de s'adapter. Alors qu'une partie de la base de nos appellations a été créée en 1936. L'Esprit, en 1936, ils étaient, je sais pas, 150 litres par tête d'habitant. Et alors, comment on fait aujourd'hui pour retrouver cet aspect fonctionnel et comment la maison Chapoutier s'adapte pour proposer des produits qui soient est-ce que vous faites les 2 finalement? Vous avez toujours vos vins d'exception, vos vins de terroir au sein de la maison Chapoutier, mais vous attelez aussi à essayer justement de revenir vers ce marketing de la demande en proposant des nouveaux produits qui soient un peu plus adaptés, aux évolutions, des modes de consommation? Je crois que le vin est tombé dans un piège. Le vin s'est enfermé, s'est ghettoisé dans un snobisme suicidaire. C'est-à-dire qu'on a tellement voulu intellectualiser le vin que les gens disent souvent: «J'aime bien, mais je m'y connais pas». Alors moi, pour côté un peu provoque, je dis souvent: «Mais vous avez pas besoin d'être gynécologue pour faire l'amour. Donc vous n'avez pas besoin d'être œnologue pour déguster un vin». Et c'est assez dramatique parce que vous avez cette approche où on a voulu complexifier le vin. Et ça, c'est effrayant parce que le vin est devenu quelque chose de relativement fermé. Il faut le banaliser. Alors, il est devenu fermé avec un snobisme de recherche de qualité. Le type qui est dans son appellation régionale, il va presque prétendre, parce qu'il est AOC, qu'il est du niveau des plus grands AOC. Quand on parle avec l'administration, des fois, c'est intéressant de leur dire: «Mais vous avez des segments administratifs, Vins de France, IGP, AOP. Et pour le consommateur, le segment est tarifaire. Donc si vous êtes dans le même prix, vous êtes dans le même segment. Et c'est là où on ne dit pas la même chose entre l'administration qui considère qu'il y a ces segments et le consommateur qui dit, que ce soit AOP, IGP ou si c'est bon, si j'achète un vin à tel prix. La quête de l'absolu de l'AOC et le rêve a voulu qu'il y ait un snobisme autour des grands vins. Et donc, les comportements de plus petits vins, on les a regardés avec un certain dédain. Moi, j'aimais bien les vins de chouille. Ah oui, des vins simples. Il y a eu, par exemple, du Beaujolais Bachy à une époque, alors que le Beaujolais correspondait exactement à des instants dans le vin. Et on y revient d'ailleurs, On y revient, mais et aujourd'hui. on revient par une premiumisation, parce qu'on va surtout travailler sur les crus. J'ai dit, mais ne l'oubliez pas qu'il y a le Beaujolais de base, et même le Beaujolais Hugo qui a été, alors, à mon avis, un échec marketing, parce que c'était un peu tout et n'importe quoi, Mmh. alors que l'idée était intéressante. Il faut arriver à vendre au bout d'un moment le principe. Vous avez le droit d'aller à l'opéra, mais c'est pas parce que vous allez à l'opéra que vous n'allez pas écouter du disco. Bien sûr. Vous allez manger dans un 3 étoiles Michelin, mais vous pouvez aussi manger dans un bistrot, mais vous pouvez aussi manger dans un routier, boire un hamburger. Et donc, il y a une place pour tous les instants, pour tous les vins. Et le passionné d'opéra peut écouter du hard rock. Comporte-nous de la même façon dans le monde du vin. Et alors, justement, comment la maison Chapoutier diversifie son offre pour répondre à ces différents moments et à ces différents consommateurs? Pour moi, c'était vraiment une obsession quasiment philosophique. Lorsqu'on faisait des sélections parcellaires, une maison qui a eu, je crois, la maison qui a eu le plus de 100 sur 100 par Robert Parker, de sélection parcellaire. Mais je me rappelle, quand j'étais étudiant, ma déception des fois sur les premiers prix de dire: «C'est pas cher, mais c'est pas bon». Et donc l'idée, c'était toujours de dire: «Il faut» le premier devoir d'un vigneron, franchement, faire un vin à 150 €, c'est pas compliqué.
Si, on a besoin d'un certain savoir-faire. Et du moment où vous y mettez les moyens, le vrai challenge, c'est de faire bon à 5 €. Et je disais philosophiquement, c'est comme on a vu des chefs qui étaient 3 étoiles Michelin, qui ouvraient des bistrots. Il faut s'inspirer de ce principe-là. Moi, quand j'ai commencé dans ma carrière, la gastronomie française était en danger. La gastronomie italienne, voire l'espagnole, était en train de nous prendre tous les parts de marché. Puis après, on a eu ces nouveaux grands chefs qui ont aussi su faire de la bistronomie et qui ont fait travailler bistronomie avec gastronomie. Et aujourd'hui, la gastronomie française est redevenue leader mondial au niveau des différentes cuisines. Et là où il faut que le vin s'inspire de cette approche-là. Donc c'est dans cette démarche, par exemple, que vous avez sorti, le rouge clair? Mais le rouge clair, c'était de dire comment on peut avoir un vin décontracté, comment arriver à faire mettre, parce que là, on avait vraiment ce problème. Ok, je suis blanc parce que c'est frais, je passe au rosé. Mais ceux qui étaient, il y a des gens qui sont blancs qui disent non, je ne prends pas du rosé, c'est pas du vin. Ça reste novice de dire ça. Mais alors, passe au rouge. Oui, mais ouais, mais ton rouge au frais. Moi, je voyais, quand j'étais à Terreau, dans les rues d'Avignon, des bouteilles sur les tables, elles sortaient du frigo, mais au bout de 5 minutes, elles étaient à 30 degrés. Je me dire, pourquoi pas mettre un petit peu de cannelle dedans, ça va faire du vin chaud. Mais c'est. Et le problème, c'est. Et vous savez pourquoi les gens ne mettent pas le vin en glace, le rouge en glace? Je vous ai dit au début qu'avant les appellations d'origine contrôlée, la qualité était jugée par son degré alcoolique. Et quand vous aviez, par exemple, un Bordeaux qui ne faisait que 12,5 comparé à un Bourgogne qui faisait 13, eh bien le Bordeaux, il s'est servi plus chaud parce que l'alcool se dilate et quand c'est plus chaud, vous avez l'impression qu'il y a plus d'alcool. Vous avez bien vu sur des spiritueux, si vous les buvez sortis du congélateur, vous ne sentez pas l'alcool. Et donc, comme l'indice qualité était le degré alcoolique, la température était le moyen de donner une impression de puissance alcoolique. Ça, c'était la fantaisie des anciens, qui étaient obsédés par l'alcool. Mon grand-père, quand il voyait des raisins que je trouvais confits, qui rentraient de Châteauneuf-du-Pape, il disait, ouais, quand même, mais c'est le degré, tout était dans le degré. Et c'est pour ça que, quand vous dites avec toi, tu mets une goutte d'eau dans ton vin, ah ben non, non, non. Oui, parce que si on le dilue, on tue le principe qualitatif. C'est dans l'inconscient collectif. Et mettre un roux au frais, eh ben, on va baisser l'impression de puissance alcoolique, donc on va dégrader la qualité. Et le problème, c'est de dire, mais attendez, aujourd'hui, on n'est plus à chercher le degré alcoolique. Le vrai savoir-faire avec l'évolution du climat, c'est de dire comment nous pouvons faire des vins avec moins d'alcool aussi bons. Et alors comment ont été reçus vos rouges clairs par le marché? Est-ce que la France est votre premier marché ou est-ce que vous en vendez plus à Non, l'export? plus à l'export. Ouais, plus à l'export. Donc Les les Français sont encore très traditionnels là-dessus, hein. Il y a toujours ce snobisme. Il y en a qui, bien sûr, ça a plutôt bien marché, mais ça a marché beaucoup mieux à l'export. Alors bon, en France, il y a aussi, on dit souvent une transmission qui s'est pas faite, sur cette nouvelle génération dont un tiers se dit, abstinent, donc qui ne boivent pas du tout d'alcool et quand on regarde, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de fonctionner et de consommer, bah, on se tourne vers, toute la partie digitale et c'est 5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 62 de la population mondiale qui utilise, les réseaux sociaux, qui consomment de plus en plus, et de plus en plus cher, enfin, ils ont des paniers de plus en plus élevés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes de e-commerce. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que la maison Chapoutier s'adapte à ces nouveaux modes de consommation, sur les réseaux sociaux ou le e-commerce? Alors, le e-commerce, on s'adapte dans une approche qui est extrêmement simple. On est extrêmement attentif de ne pas gêner le job de nos clients spécialistes du e-commerce. Et si vous voulez, je suis aussi président de Vignobles et Découvertes, qui est de l'énotourisme. Mmh. J'ai beaucoup de mal à faire passer le principe en disant, quand vous ouvrez votre caveau, vous ne devez pas être en concurrence avec vos cavistes. On ne vient pas au caveau pour faire comme un Marc Avenue pour acheter du soldé ou du prix. Vous venez justement chercher l'histoire, mais vous devriez être logiquement même plus cher que vos cavistes. Lorsque la maison va voir son site de e-commerce, c'est pas son job d'aller faire la concurrence au major de la. Et donc, nous,
on travaille, on a un petit site qui fonctionne, mais qui fait pas grand-chose parce que notre vraie volonté est de ne pas gêner et de ne pas faire concurrence. Chacun son métier. Alors justement, vous parlez de vos clients, professionnels, donc détaillants, alors qui vendent en e-commerce ou cavistes. Du coup, on va parler un peu du direct, to consumer, le D2D, D2C qui, en fait, est une façon aujourd'hui de plus en plus appréciée pour créer du lien direct avec ses consommateurs. Parce que dans une filière comme la filière vin, qui est quand même une des filières les plus intermédiarisées, en France, enfin même, au niveau international, il est aussi difficile parce que, d'avoir un lien direct avec son consommateur et c'est peut-être aussi ça qui fait défaut au secteur de la production que vous évoquiez tout à l'heure, qui est toujours dans cette, démarche du marketing de l'offre. Parce qu'en réalité, peut-être n'ont-ils pas conscience, de la demande des consommateurs parce qu'ils ne sont pas en contact direct avec eux et donc pour recréer du lien avec son consommateur, et être plus en écoute et en capacité de s'adapter aussi plus facilement à la demande en créant des nouveaux produits. Comment vous faites vous? Parce que vous vendez en B2B, mais est-ce que vous développez aussi par ailleurs, alors pas forcément sur la partie vente, mais dans des moyens de communication? Comment faites-vous pour créer ce lien direct avec vos consommateurs? Alors, je vais répondre sur 2 niveaux. Je trouve que votre question est extrêmement importante et stratégique. Je vais d'abord répondre dans un niveau syndical, avec ma casquette, président de l'UM20, la France Agrimaire et président de Vignobles et Découvertes. C'est justement, étant donné qu'on est dans une organisation syndicale où la production ne veut pas partager le pouvoir avec les experts du marché, que je me bats pour que l'on rentre dans le plan stratégique national de France Agrimaire les caveaux, que l'on fasse une étude, que dans l'énotourisme, vous avez des producteurs, lorsqu'ils vont avoir ce contact avec le consommateur, et qui vont se poser des vraies questions. Dans la crise viticole que nous vivons aujourd'hui, moi je visite les différentes régions, ceux qui ont leur propre lieu de vente, c'est-à-dire leur propre contact avec le client, sont moins touchés par la crise. Alors c'est pas simplement parce qu'il y a la marge intermédiaire, hein, Oui, bien sûr. c'est que aussi ils ont été influencés, ils ont pas leur écoute. Moi, je vois encore des types qui veulent faire des vins à 15 degrés, ou je vois encore des types qui veulent faire des vins avec du bois neuf, des copeaux, etc. Franchement, la mode des années 90-2000 à mettre du bois neuf, du bois neuf, du bois neuf, surtout si votre degré alcoolique augmente avec l'évolution du climat, l'alcool étant un solvant, vous extrayez de plus en plus dans le bois. Et vous avez une tendance, par exemple, les pays du Nouveau Monde, c'est le unwooded, c'est-à-dire du sans bois. Et donc, vous allez avoir ce premier contact chez les gens qui vont dire: «Ah bah tiens, oui, peut-être, ah, elle a préféré ça, j'aurais pas cru. Ah bah tiens». Et après qui vont petit à petit, donc c'est extrêmement nécessaire. Il faut qu'on descende de notre tour d'ivoire. Notre système, notre organisation viticole a une grosse part de responsabilité dans cette crise de sous-consommation. Et après, si je prends l'exemple de Japoutier, moi, mon obsession, c'était de dire: «On est sur l'Hermitage qui est un des plus beaux vignobles de France». Tous les vignerons vont vous dire ça, hein, et puis chez nous, c'est vrai. Et on est sur l'Hermitage, mais vous avez une diversité géologique qui est passionnante. Donc pourquoi on veut recevoir les gens chez eux? C'est pour leur montrer que c'est pas du bluff. C'est-à-dire que quand on dit qu'un granit va vous donner un goût différent d'un sédimentaire, c'est de le démontrer. Et puis, le vin, c'est de la convivialité. Moi, je me rappellerai toujours, et ça m'a rendu un grand service. Je faisais des grands crus classés à Bordeaux, et dans un des très grands crus classés à Bordeaux, je fais une visite, et je demande de goûter. Ah non, on goûte pas. Et j'avais dit à ce moment-là, passer à côté de l'essentiel de l'âme du vin, qui est la convivialité. Et donc, quand on a décidé d'ouvrir notre caveau, j'avais dit, attention, vous faites goûter à tout le monde, même les étudiants, même s'ils ne vont pas acheter. On est là, il faut marquer cette convivialité. C'est l'esprit du vin, c'est l'esprit de cette filière. Et ça, c'est important. Parce que déjà, il faut tuer ce snobisme. Je- J'aime bien le vin, mais je ne m'y connais pas. Il faut le tuer, ce snobisme. Et donc, c'est carreau. Nous, quand on fait ça, on fait des cours, on a de l'école, et on amène les gens à vivre avec ce monde du vin. Alors effectivement, vous donniez l'exemple des vignobles du Nouveau Monde. C'est vrai qu'ils ont été très en avance sur l'expérience client parce qu'en fait, c'est ça dont vous parlez.
Le vin et vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit culturel, on de toute façon n'en sortira pas. Il y aura peut-être on arrivera vers une forme de dichotomie avec d'une part cet aspect culturel du vin et d'autre part des produits qui répondront un peu plus, à des considérations fonctionnelles ou, des plaisirs plus simples ou plus immédiats. Mais en attendant, les pays du Nouveau Monde ont été très en avance sur l'ouverture de leurs caveaux, proposition, de différents types d'expériences, d'activités pour nourrir l'expérience client. C'est très important pour avoir effectivement le retour de ses clients et de ses consommateurs et de savoir un peu qu'est-ce qui plaît plus, qu'est-ce qui plaît le moins et comment est-ce qu'on peut adapter son offre. Mais c'est aussi extrêmement important, je pense, pour créer de l'attachement à la marque. Parce que quand on passe par une filière, quand on passe par plusieurs niveaux de distribution, plusieurs partenaires, plusieurs détaillants, plusieurs metteurs en marché, le travail de fidélisation à la marque ne se fera jamais aussi bien par vos détaillants ou des retailers que par la marque elle-même. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de proposer quelque chose et d'avoir ce lien direct entre la marque, l'entreprise qui produit et ses consommateurs pour créer des communautés d'acheteurs qui soient fidèles, à Bah, la marque. dans les pays du Nouveau Monde, il y a eu 2 grosses différences, ils avaient pas le principe d'appellation. Donc la marque avait tout était le premier repère. D'ailleurs, c'est assez intéressant, hein, vous allez avoir sur le même terroir 2 2 wineries, 2 winemakers et vous aurez 2 styles différents. Donc ils sont vraiment déconnectés du principe sol, hein. Hem et deuxièmement, ils avaient des néophytes. Et donc, quand on disait c'était un peu Disneyland, oui, mais au moins c'était sympa parce que les gens étaient prêts, ils allaient découvrir le vin, donc de les attacher. Et c'est pour ça que, par exemple, la Napa Valley, ça a marché aussi fort. Moi, j'ai fait le début à la Napa Valley et on voyait comment ça marchait. Donc ça, on voyait vraiment dans ces pays du Nouveau Monde, tout ce travail d'amener un b.a-ba simple. Et donc les personnes allaient être attachées à cette. Alors justement, on parle de démocratiser le vin, de ce snobisme et cetera. Il y a de plus en plus de nouvelles, méthodes, des innovations, de nouvelles technologies qui arrivent aussi dans le monde du vin, que ce soit sur la désalcoolisation ou même les NFT avec la blockchain qui permet d'assurer une certaine traçabilité du vin. Ça va venir, changer un certain nombre de choses et mais pas uniquement la façon de vendre le vin, ça permet aussi de faire évoluer la manière dont le vin va être perçu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et quelles sont selon vous les Bon. principales innovations pour Alors, le secteur vin? désalcoolisation partielle, oui, il faut faire des vins à du 8. Alors pourquoi je dis 8 ou 7? Parce que vous verrez dans peu de temps, la plupart des vins servis au verre au restaurant à midi seront des vins partiellement désalcoolisés. Avec un problème qui est l'osmose inverse, c'est un problème qui est un principe RSE, effroyable. En énergie et en eau gaspillée, donc il va bien falloir trouver d'autres et très probablement, hein, il y aura de la désalcoolisation. L'administration sera obligée d'accepter le principe le meilleur, le plus historique, qui était la réhydratation, qui est le plus écologique. Heu, les vins totalement désalcoolisés, ce n'est pas bon et ce ne sera jamais bon. Lorsqu'on descend en dessous des 5 d'alcool, on arrive dans un univers que le monde du vin ne peut pas connaître, qui est l'univers de l'instabilité microbiologique. C'est-à-dire que vous allez mettre une périssabilité sur vos produits. Ils sont plus stables. Mmh. Et si la bière est arrivée à faire des bières sans alcool de bonne facture, pour faire cela, elle a utilisé 2 fois plus de malt. Elle a doublé son malt. Dans le vin, les autres ne pourront pas faire ça. Ils peuvent faire du cracking, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on a fait l'autre fois une dégustation, à peu près de 80 vins sans alcool. Il n'y en a pas un qui tient la route. C'est une catastrophe. Et techniquement, aller enlever l'alcool du vin, on lui enlève sa charpente. Ils ont compensé dans la bière, on n'arrivera pas dans le vin. C'est-à-dire, oui, désalcooliser partiellement, mais par quel moyen? Par l'osmose inverse. Alors après, ici, il y a la réhydratation, il y a le principe qui est probablement un principe du futur, qui est le principe des éolites, qui sont des argiles nanoporeuses, ça n'a besoin ni d'eau ni d'énergie. Mais on en est au balbutiement. De toute façon, on ne peut pas continuer à faire des vins à 14 ou à 15% d'alcool. Après, vous savez, par exemple, nous avons fait chez Chapoutier, sur nos grands vins, on met 25 de vendange entière maintenant. Ce qui nous permet de faire baisser de 0,2, 0,3.
Donc c'est des petits principes comme ça, où déjà les degrés stratosphériques, il faut les éviter, il faut réfléchir comment faire. C'est pas en vendangeant plus tôt parce que si le vin n'est pas mu si les raisins ne sont pas mûrs, ça n'aura pas un grand vin, parce qu'il faut vraiment qu'on ait une bonne maturité phénomique. Mmh. Hem, le meilleur exemple, on l'avait fait à l'Institut Rodanier, je sais qu'à Bordeaux, ils l'ont fait aussi. Le principe de comparaison en laboratoire, de désaccharisation, j'enlève du sucre, désalcoolisation, j'enlève de l'alcool, réhydratation, systématiquement la réhydratation était meilleure. Et mettre de l'eau dans le vin, ça choque. Et en termes de goût, ça donne quoi? Bah, vous savez, une chose que je faisais souvent, par exemple un millésime très, très concentré comme 2003, et il y a eu tellement on a eu des années froides. Ouais, moi j'ai commencé dans les années 80 et 90, c'est plutôt des années froides, et oh, c'était la course au plus concentré. Maintenant, faire du concentré, n'importe quel bonnet peut faire du concentré, bah, avec l'évolution du climat. Donc il faut presque arriver à dire: «Il faut faire des produits, des produits, moins concentrés», et du coup, j'ai oublié votre question qui était? D'un point de vue goût, ça donne quoi quand on rajoute de l'eau? Parce qu'on va Ah, ça parler vient là-dessus. Alors c'était oui, en 2003, c'était très concentré, et j'avais fait la dégustation, je servais 2 verres. Je mettais une bouteille d'évian, une cuillère une cuillère à dessert, et je disais: «Vous prenez votre verre et dans le deuxième verre, vous mettez une cuillère d'eau dedans», et les gens, comme on fait dans le whisky d'ailleurs, hein, oui, tout à fait. et ils comparaient les 2, et on se rendait compte quand juste en donnant cette goutte d'eau dedans, on avait beaucoup plus d'expression, et dans si d'ailleurs ce qu'ils font dans les pays du Nouveau Monde, hein, ils utilisent, au lieu d'aller cramer de la flotte et cramer de l'énergie et faire des bilans carbone exécrables par la désalcoolisation partielle, eux, ils travaillent très souvent sur ce principe de réhydratation, et dans la fe que pendant la fermentation, bah, alors il faut faire très attention parce que ça va très vite et vous perdez vite la longueur de bouche. Mais faire tomber, d'1 degré d'alcool par des principes de réhydratation, ce qu'ils font dans les autres pays du Nouveau Monde, c'est pas gustativement sensible. Alors, pour revenir donc, à des questions plus, marketing, je dirais. Aujourd'hui, vous êtes quand même extrêmement présent à l'international, que ce soit dans votre stratégie de commercialisation puisque, en tant que structure de négoce, vous commercialisez beaucoup à l'export, mais vous avez aussi, des domaines que vous avez acquis à l'étranger, au Portugal, L'Espagne en Espagne, vous êtes et l'Australie. et en Australie, voilà. Hem, donc quand on se lance comme ça à l'international, il est important en fonction des marchés, parce que ce qui plaît en Europe ne plaira pas forcément, dans les autres pays du monde, d'un point de vue culturel. Donc c'est important d'adapter ses produits par rapport aux différentes demandes, par des différents pays. Mais c'est aussi important d'adapter son marketing pour répondre et justement pour travailler davantage ce marketing de la demande dont vous parliez tout à l'heure, face au marketing de l'offre. Alors, comment est-ce que la maison Chaffoutier s'adapte en fonction des différents marchés sur lesquels vous êtes présent? Non, Adapter ses stratégies marketing. on cherche pas trop à adapter, hein, parce qu'on a pris le principe de dire: «On est là pour faire la photo du terroir». À chaque fois, c'était de dire je me rappelle quand on est allé en Australie, les gens disaient: «Vous allez faire un vin français?» «Non, on va faire un vin australien en Australie». Mais on va faire un vin australien en Australie avec des principes de respect du terroir. C'est-à-dire qu'on va prendre une photo du terroir, on va pas prendre de levure sélectionnée, on travaille avec des levures indigènes, et c'était à chaque fois de dire: «Nous, on veut simplement, laisser parler le sol». Ça veut dire que on part du principe que la qualité du vin, elle est agronomique. Si vous voulez, l'approche viticulture, c'est celui qui fait la hauteur de l'échelle, c'est un potentiel qualité. L'énologue ne fait que monter à l'échelle, il ne peut pas créer de la qualité. Donc la qualité, le potentiel qualité, il est agronomique. Donc on arrive avec un principe sur de la biodynamie, et on a montré que des sols qui étaient des fois donnaient des choses, pas très équilibrées, on pouvait faire des choses qui étaient très intéressantes. Mais donc on n'avait pas un principe marketing très on ne disait pas: «Bah, tiens là on va faire plus de sucre parce qu'ils ont l'habitude de faire plus de sucre». Non, on était plutôt des fois dans le contre-pied, en disant: «Vous aimez les vins avec, une édulcoration ou avec 3-4 grammes de sucre résiduel?» Nous on montrait que vous pouvez travailler et d'avoir des expressions plus intéressantes avec, 1,5 g de sucre résiduel naturel sans aucun rajout. C'était un petit peu ce principe-là. Surtout que, si je prends l'exemple de l'Australie, quand on voulait parler marketing, surtout si on revenait sur le marketing de la demande, un cas type que je trouve intéressant, Yellowtail. Mmh. J'en parle souvent.
Yellowtail, c'est un accident marketing. C'est-à-dire qu'il y a eu les gens du marketing qui ont couru après. Les gars, ils l'ont fait pas du tout, c'est vraiment par hasard. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Ce que l'on n'a pas, malheureusement, dans notre métier, que l'on va trouver, on n'a pas de renifleur de tendance. Moi, j'ai été, en ayant beaucoup tourné, j'ai passé dans les interprofessions mon temps à annoncer les tendances. Et tout le monde se foutait de moi quand je disais ça. Quand j'avais annoncé la montée des blancs, quand j'avais annoncé, je veux dire, aujourd'hui, quand je me suis battu dans la vallée du Rhône pour que les gens arrachent des rouges pour planter des blancs, le cours des blancs est le double des cours des rouges dans les Côtes-du-Rhône. Donc, je pense qu'on s'est pas trop trompé. Quand j'avais annoncé que l'évolution des rosés, pour annoncer l'effondrement des rosés, c'est pas l'effondrement, mais c'est-à-dire que vous avez les Côtes de Provence qui ont fait un travail extraordinaire, qui sont devenus leaders. Puis après, vous avez eu des suceurs de roues qui ont essayé de suivre. Et bon, il reste pas moins que les Côtes de Provence, eux, vont avoir des petites secousses, mais ils vont rester des leaders. Ça va être la Champagne du rosé, avec un peu des approches de marque. Ils vont rester les leaders du rosé de manière pérenne. Et puis les autres qui ont fait des rosés par opportunité, je vais dire de seconde division, qui eux vont être touchés par la crise du rosé. Mais c'est très alors, à côté de ça, on voit ces tendances, mais on n'a pas de grandes réussites marketing. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse qu'il y avait eu des très gros budgets marketing. Je me rappelle, c'était chez Moët& Chandon, ils avaient lancé la Licorel et c'était des choses qui n'avaient pas marché. Alors, c'était des équipes marketing, voilà, c'est ça que veut le consommateur. Et je vous dis, les plus grands succès marketing sont issus du hasard. Moi, je me rappellerai, pareil, dans les années 80, le Carlton, c'était un effervescent à la pêche qui est parti, je crois que c'était de Fort-Calquier, et ça a explosé. Puis après c'est tombé. Mais le produit était issu du hasard. Mais alors quand même, quand on regarde à l'international, on a des différences culturelles qui ont un impact sur les manières dont les consommateurs vont consommer, les produits de vin, produits du vin. Vous prenez la Corée, ils vont pas fonctionner de la même manière que, les Japonais ou encore que les Brésiliens ou les Américains. Donc les Coréens sont très décomplexés, par exemple, par rapport aux les Américains, le sont aussi un peu. Quand vous voyez que certains mettent des vins pour les aérer dans des mixeurs, pour faire mousser le vin parce que et qui servent et ça ils font des vidéos, hein, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une façon alors même si je comprends le positionnement de la maison Chapoutier, et que votre cœur de métier, ce que vous défendez, c'est l'identité du terroir, ce que Gérard Bertrand, appelle, le goût de quelque part. Mais est-ce que quand même dans la diversification de votre offre et quand vous vous positionnez sur des produits, un peu plus faciles, je dirais comme le rouge clair par exemple, est-ce que vous êtes amenés, pas forcément à changer la façon dont vous abordez le produit, mais peut-être à changer ou à adapter votre discours ou pas du tout? Ah, on est trop petit pour segmenter par marché, hein, le style du vin, hein. C'est vrai qu'on pourrait vous avez une logique, c'est le bloc Amérique, c'est le bloc du sucre et le bloc Asie, c'est le bloc de la mer. Les buveurs de thé sont des gens qui ont compris la mer, qui vivent avec la mer. D'ailleurs, sur le bloc Asie, à une époque, je voulais travailler avec des spécialistes en thé pour qu'on puisse avoir des comparaisons de thé, les amers des thés avec les amers de nos tanins. Hem, alors que bon, le bloc Amérique, vous êtes sur un bloc qui est très sucre. Donc on va faire une édulcoration qu'on n'a pas besoin de faire. Comme ils sont très sucres, ça les dérange pas de servir les vins rouges plus chauds. On a du mal à les amener et «Ouais, mais vous passez attendez, on s'est compliqué la vie, on va faire une complexité aromatique. Soyez gentils, quoi. Remettez-les si vous voulez pas les mettre dans la glace, mettez dans un seau avec de l'eau et mettez une inertie thermique que la bouteille reste à 17 degrés et pas le servir à 25 ou 30. Et vous allez dans des restaurants aux États-Unis, vous avez toutes les bouteilles en haut là, hop, on vous l'attrape, elle est à 30 degrés, on la sert, les gars: «Oh, c'est puissant, c'est bon». Ah non, c'est pas bon, prenez un whisky alors si vous voulez de la puissance alcoolique. Mmh.
Alors, il y a une démarche qui a été, réalisée par la SAQ que je trouve extrêmement intéressante d'un point de vue personnalisation, marketing pour le consommateur. La SAQ a créé, une campagne qui s'appelle Inspire, où en fait elle a utilisé, les données de ses consommateurs, pour, mieux comprendre comment est-ce qu'ils consommaient, pourquoi, quelle catégorie de consommateurs aimaient plutôt quelle catégorie de produits, dans un objectif d'adapter son offre, en f pour répondre presque de manière anticipée, aux demandes, de ces différentes catégories de consommateurs. Comment est-ce que vous voyez la personnalisation et est-ce que, la maison Chapuis, vous récoltez cette donnée client? On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir un lien direct avec ses consommateurs. Ou ça passe comment? Par le caveau? Est-ce que ça Alors, se si fait je prends l'exemple, e-commerce? alors déjà, je prends l'exemple de la SAQ. La SAQ, ce sont des gens qui sont courageux et qui sont extrêmement innovants. En plus, on les voit sur le marché, c'est-à-dire, Madame Bourlet, elle vient régulièrement, c'est-à-dire que la directrice marketing, elle vient sur le marché, elle vient discuter et ils prennent des risques que certains ne prendraient pas. Avec un plus, alors bon, c'est pas il y en a beaucoup qui se plaignent des monopoles, mais moi qui pendant longtemps j'avais une maison à Montréal, je peux vous dire que quand vous voulez acheter des très grands vins au Canada, c'est là, il y a pas de spéculation grâce à la SAQ. Vous les avez à des prix extrêmement intéressants. Et donc c'est vrai qu'ils sont très près du marché. Ils sont avant-gardistes, ils poussent. Alors même des fois, on va dire: «Attendez, enfin, vous allez un peu loin parce que les vins nature, ça va bien, c'est de l'expérimentation, mais c'est pas encore la mode et j'espère que ça ne deviendra pas trop parce que c'est pas que je suis contre les vins nature, mais bon, avoir des vins à défaut, alors c'est bien d'essayer de faire du vin nature, mais à quoi faut-il qu'il soit dans Stop. bah, qui soit dans l'orthodoxie de l'équilibre d'un vin sain. Alors après, nous, on fait ça, c'est important, hein. Je prends l'exemple du vin nature. Faire un vin sans SO2. Ouais, why not? C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un bel exercice technique à faire. Il faut savoir, qu'est-ce que le vin? Le vin, ouais, la fermentation du raisin est un principe de décomposition du raisin pour mettre le pépin à nœud pour qu'il puisse germer. Donc vous avez une fermentation alcoolique par des puis après acétique par des bactéries. L'art du vigneron, c'est d'interrompre ce processus naturel à mi-chemin. Donc quand on dit un vin naturel, non, un vin c'est pas naturel puisque c'est un produit qui est arrêté à mi-chemin de sa réaction. Le Lorsqu'on va vouloir, faire des essais sans SO2, c'est intéressant. Par contre, vous allez avoir des gens qui vont faire, bah, qui vont se planter. C'est-à-dire qu'on va avoir de la volatilité, on va avoir des dérives, de Brettanomyces ou des choses comme ça. C'est l'endroit. Le seul problème, c'est que souvent quand ils se plantent, ils disent, «Bon, je suis obligé de le vendre parce qu'autrement je fais faillite», donc ils vont le vendre. Vous pouvez dire: «Bon les gars, soyez solidaires, c'est pas très bon», mais non, mais souvent ils vont dire: «C'est comme le vin était avant». Ouais, mais avant qu'il y avait pas de frigo, il y avait, du beurre et Terrance, saucisson et Terrance. Moi, je suis désolé, hein, j'aime bien le beurre, mais le beurre Rance, j'aime pas. Et donc les vins avec les défauts du 19e siècle, des volatiles de indice, des oxydations comme pas possible. Et ça, c'est là où je trouve qu'il y a des fois des dérives, des régressions, heu, que les gens veulent moins de SO2, c'est une chose. Qu'on fasse des vins sans SO2, Gérard Bertrand le fait très bien et le maîtrise parfaitement. Moi, je veux dire, des fois, quand je vais dans certains restaurants à Paris et qu'on me sert, je dis: «Mais attendez, il ne faut pas servir ça. Le vin, il est même pas conforme, il est même pas légal», c'est-à-dire avec son taux d'acidité relative, hein. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces gens-là nous ont ouvert l'esprit. On s'est amusé à faire des vins oranges, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Après, on se dit: «Mais Miroche qui sont pourtant, c'est pas pas». nouveaux, je veux dire, Non, 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 c'est pas Giaochi nouveau. en Arménie, c'est Bien les sûr, premiers bien sûr, premiers vins de bien sûr, macération. bien Mmh. sûr. Et donc ce sont des choses qui sont il faut vraiment d'abord au niveau cohésion d'équipe, c'est quand vous donnez des charges comme ça là à vos équipes. Par exemple, on a fait, des blancs de noir Mmh. et ben par exemple sur les taux de gaz carbonique, quand vous parlez de votre génération, vous sortez des bouteilles fraîches du frigo, mais vous avez toujours consommé des produits qui étaient gazéifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les blancs pendant très longtemps, les blancs on les mettait à moins d'un gramme de gaz carbonique.
monter le taux de gaz carbonique non seulement c'est antioxydatif, mieux que des sulfites, mais en plus ça va amener des complexités dans le bain. Ça va ressortir la salinité des bains. Les anciens, quand au niveau marketing, par exemple, on a fait un chasselas un petit peu style suisse, mais qui avait 1,5 g de les anciens n'ont pas aimé ça, du béton vert, on travaille. Non, on travaille pas, c'est qu'on a laissé ce gaz carbonique. Je vois par exemple le muscadet, qui était le produit qui correspondait le mieux au goût des jeunes, avec ce côté un peu frisanté, et cetera. Malheureusement, est tombé dans une crise au moment où le marché allait le mieux correspondre à ce qu'avait besoin le muscadet. Alors c'est une appellation aujourd'hui qui donne une souffrance absolue. Et ça, c'est typiquement ça. Le gaz carbonique dans les mains, il faut sentir ce gaz carbonique. C'est la meilleure c'est le plus naturel pour avoir la stabilité de votre dent. Alors c'est intéressant parce que vous nous parlez d'adaptation du produit, parce qu'on partait de l'exemple de la SAQ, mais si on part de parce que eux en l'occurrence, n'adaptent pas tellement les produits, mais plutôt, la façon dont ils vont répondre à la demande, du consommateur sur comment est-ce qu'ils vont venir mettre en face, Mais le produit qui répond à leur, ils ouvrent des segments de spécialité et ils les créent, ils sont très avant-gardistes, hein. et ça vous C'est paraît pertinent? Vous pensez qu'il faut ça s'en ça inspirer en France? en tout cas, pour des gens qui sont dans un monopole, ils restent pas les 2 pieds dans les mêmes sabots. C'est-à-dire ils osent faire des choses. Hem, alors après, ils ont une place, hein, quand on va, dans les magasins de la SAQ, tous ces vins un petit peu révolutionnaires, innovants, ils ont une place importante. Je pense pas que ça représente la vraie catégorie de marché, puisqu'elle est peut-être un peu plus surreprésentée, mais ça fait partie de la philosophie du jeu. Alors après, en France, déjà qu'on arrive à faire de bons vins, si vous voulez, je suis toujours on parle de Brett, hein, beaucoup dans les pays du Nouveau Monde, ces signatures qu'on va trouver sur certaines dérives bactériennes qui sont un peu la alors, Brettanomyces, vous allez avoir la sueur de cheval, vous allez avoir ces arômes un peu de gouache ou qu'on trouve beaucoup dans le sud, qui sont vraiment des vins à défaut, mais il y en a qui trouvent que c'est des vins, que ça fait partie du terroir, ça fait partie de la qualité. Ouais, c'est comme si on disait: «Non, la transpiration, ça fait partie de l'odeur de l'humain». Voilà, donc déjà qu'on commence à, heu, dans l'évolution du climat, forcément, il y a des maladies des maladies ou des défauts du vin qui sont en train de se développer et quand on commence à être vigilant, qu'on dise: «Non, mais attendez, ça c'est pas ça fait pas partie de la nature du vin». Bon, alors dans ce marché, du vin qui est, et si on prend le marché du vin qui finalement appartient au secteur des beverages, hein, parce que le soldat vin, je dirais, a toujours voulu exister un peu à part du monde des boissons dans sa globalité, mais finalement, c'est peut-être bien aussi de voir ce qui existe dans le secteur beverage et de s'en inspirer peut-être. Enfin, en tout cas, dans un secteur aussi concurrentiel que celui, du vin et plus largement des beverages, quels sont les vous êtes quand même aujourd'hui, en position, voilà, de leader sur votre marché. Vous avez, développé votre entreprise, pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes entreprises, aux jeunes vignerons qui souhaiteraient se lancer dans ce marché? Déjà, je veux juste vous conter avant dans les beverages. Le vin a une place à reprendre dans les beverages Oui. et je me rappelle d'un projet. Après mes équipes ont trouvé ça un peu trop compliqué, mais j'avais un projet en Australie. Ce qu'a fait être d'ailleurs l'hymne national, c'est une chanson qui s'appelait Waltzing Matilda. Elle est très connue puisque ça fait être l'hymne national australien. Et on faisait un rosé en Australie qui s'appelait Matilda, le nom de notre fille, Mathilde. Et on a dans l'Ardèche l'eau de Vals, une eau pétillante. Et mon idée, c'était de faire, et j'avais fait des essais, moitié rosé de Matilda, moitié Vals. Ça faisait Vals in Matilda. Et ça faisait finalement un rosé pétillant à 6 degrés d'alcool. Mmh. Je suis sûr que ça aurait super bien marché, Et pourquoi vous l'avez pas fait? parce que mes équipes ont trouvé que c'était un peu too much, un peu too much. Mais je suis sûr que ça aurait marché, parce qu'on c'est et quand on parle dans les boissons, on parlait tout à l'heure de désalcoolisation. J'ai goûté l'autre fois l'eau qui sort de l'osmoseur, qui est rejetée. Mmh. J'ai goûté,
ça faisait presque penser à des sakés. Ah oui? Je disais: «Mais ça, 5 degrés d'alcool, faut mettre 2 grammes de gaz carbonique et en faire des canettes et en faire une boisson». Voilà, il y a le vin, il a des choses, il peut revenir dans les beverages. C'est son snobisme qui l'a éloigné. Oui, parce qu'en fait, le vin, c'est toujours dit: «On n'est pas une boisson, on veut pas qu'on s'appelle boisson». C'est-à-dire que bon, Ici, on est aussi une boisson, voilà, vous avez pas que l'opéra. non, mais on est d'accord, mais il n'empêche que voilà, c'est aussi, peut-être la filière et la manière dont elle s'est organisée qui font que, la le vin et même les spiritueux, alors un peu moins aujourd'hui puisqu'ils en sortent, notamment avec leur ouverture sur les cocktails, donc ils se rapprochent quand même petit à petit du monde de ces beverages qu'ils avaient quittés. Mais le secteur vin et spiritueux a lui-même dressé les barrières autour de lui pour f exister en dehors ou à côté du secteur des beverages, qu'on puisse pas les confondre avec toutes les autres boissons qu'on peut trouver sur le marché et notamment les soft drinks. Mais je pense que le vin, doit oser reprendre des parts de marché. Regardez Lillet, Mmh. quand même, ce sont de beaux exemples de reprise, c'est que c'est et alors, dans le conseil qu'on pourrait donner à des jeunes, c'est: «Sortez du snobisme». Le snobisme va nous tuer. Ne faisons pas, je dis c'est un méchant mot, ne nous laissons pas happer par des parisianismes. Restons dans notre terroir, soyons branchés et et f allez faire le grand écart entre quand vous faites un produit iconique, montrez que vous savez faire. Comme en patinage, il y a les imposés, il y a les libres. Montrez que vous savez faire un produit hyper haute qualité. Mais à côté de ça, pour garder la tête froide, faites un produit d'entrée bien. De toute façon, ce que on a observé sur le Japon, le vin était devenu, et ça il faut vraiment qu'on en prenne une leçon, hein, le vin était devenu quelque chose de très cher, que les vieux. Les vieux. Je crois que c'est une boisson de vieux. Et les jeunes arrivaient, ils disaient: «Pas boire du vin, c'est pour les vieux». Et donc, il faut vraiment qu'on se méfie parce que si on veut croire que le vin n'est fait que pour faire de l'élite, ce sera que les gens qui ont des sous et ceux qui ont des sous, c'est les vieux. Et donc les jeunes diront: «Je suis pas un rail, je peux pas boire de vin». Et donc pour que le vin se démocratise à chaque fois, c'est si je fais un vin très cher, je dois par obligation, obligation collective, m'obliger à faire un vin d'entrée de gamme pour montrer un vin de chouille. Comme ça me laisse les pieds sur terre. C'est comme si on disait au chef étoilé: «Eh ben, je vais vous juger sur un œuf au plat». Oui, c'est ça. Merci Michel pour votre temps et d'avoir bien voulu participer à notre podcast. Mais merci.